Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Bonjour à tous. Si vous aimez le suspense, le vrai, celui qui vous file des nœuds à l'estomac, eh bien nous avons une sacrée histoire pour vous aujourd'hui. On part dans les bassins de water-polo, direction la Croatie, où le Cercle des nageurs de Marseille vient de signer un exploit monumental. Le contexte est simple, finale retour de l'Eurocup. Non, stop, j'arrête tout de suite, on efface tout. Si je vous lis mon texte comme ça, vous allez décrocher au bout de 30 secondes, et franchement, ce match mérite pas ça. Notre podcast, c'est plutôt la radio, voilà, on parle, on est entre amis, on discute, il faut de l'émotion. Alors, on pose les feuilles, on se projette directement là-bas. Le décor, piscine de Split, 1500 supporters en transe, plus grandes légendes du water-polo qui sont là en tribune. Marseille arrive avec ses 3 buts du match aller, et on se dit que ça va bien se passer, mais en bout de 3 minutes, rideau. L'avantage vole en éclats et Split mène déjà de 2 buts. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va décortiquer une finale retour qui a été un cauchemar absolu pour les nerfs, une vraie guerre des tranchées dans l'eau où la tension est montée d'un cran à chaque minute. On va parler de tout, de ce crash inexplicable en Ligue des Champions qui a forcé Marseille à tout miser sur l'Eurocup, de l'arbitrage vidéo qui annule des buts au moment important et Marseille pouvait repasser devant, et des 4 joueurs marseillais qui ont été exclus définitivement, ce qui a obligé Marseille à faire le dos rond pendant plusieurs minutes. Et pourtant, malgré cette défaite, au bout du suspense, Marseille est allé chercher cette 2e étoile historique pour le water-polo français. Sortez les chronos et préparez l'oxygène, on débriefe ce scénario irrespirable et ensuite on se projette sur la fin de saison. Ouais Christophe, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match-là et sur cette saison-là. D'abord, on fait un petit flashback et on en avait parlé, ça avait été confirmé par Frédéric Audon. On fait pas la fine bouche du tout, évidemment, mais les ambitions du Cercle cette année n'étaient pas forcément d'aller en Eurocup. Le club, surtout après la 2e journée de Champions League, où le club était allé s'imposer à Barceloneta, qui est une place très très forte du water-polo européen, puisque Barceloneta est invaincu encore cette année chez lui. Donc Marseille avait commencé une campagne européenne que tout le monde, sans exception, voyait au moins passer la première poule de cette Champions League. Et puis, il y a eu un couac qui est des fois un petit peu inexplicable en sport. Il n'y a pas des explications à tout. Mais le Cercle a pas réussi à se sortir du piège et à Hanovre et Sabadell. Et donc, a été, comme tout le monde le sait, reversé en Eurocup. Et puis, quand tu as des ambitions en Champions League et que tu es reversé en Eurocup, pour que tu réussisses ta saison, il te faut cette victoire en Eurocup qui efface quand même beaucoup de choses. Si Marseille s'était planté en Champions League et n'avait pas ramené l'Eurocup à la maison, ça aurait été une saison européenne ratée. Et donc, depuis le jour où on sait que Marseille est reversé, il a fallu passer Savone, ensuite Sabadell, dans la difficulté quand même. Radniki, on en a parlé, où ça a été très très dur. Et puis, il y avait cette double confrontation avec Split, où Marseille, je suis d'accord avec ça, avait endossé comme le rôle de favori. Et puis, je t'avoue quand même que ce scénario du match aller me plaisait pas beaucoup. Alors, tout le monde était un petit peu dans l'euphorie du +3 de la fin du match. Mais j'avais dit que c'était un +3 qui était un +3 qui venait quand même d'un +7. Donc, c'était pas un +3 où tu es à la lutte, +2, +1, +2, +1, et puis tu finis par l'emporter +3. Mais Marseille avait la main sur la coupe, les 2 mains sur la coupe, parce qu'à +7, il n'y avait pas beaucoup de suspense restant. Et puis, se rapprocher quand même à -3, me plaisait pas, parce que ce water-polo, on l'a dit souvent aussi, en bassin de 25 mètres, accélère le jeu et donc accélère les possibilités de marquer des buts. Et puis, on l'a vu avec Radniki sur le retour à Marseille, qu'une avance de 3 buts à l'aller, finalement, peut s'envoler assez rapidement. Et alors oui, il vaut mieux les avoir avec soi, mais pour moi, ça a apporté aucune garantie. Et j'étais, je te le dis, un peu inquiet quand même. Le Cercle avait prouvé sur sa valeur quand même qu'ils étaient supérieurs à cette équipe, mais
Je voyais très bien le contexte retour, les tribunes pleines, hein, ça c'est normal. Tout l'aéropage croate du water-polo prestigieux était là, hein, Rudic, Perica Bukic, Pasqualin, etc. Enfin tout le monde. Et puis donc ça peut avoir une petite influence sur l'arbitrage. Le bassin découvert, hein, ils avaient choisi de jouer en bassin découvert. Je pense qu'ils se sont préparés quand même depuis un petit moment à jouer dans cette configuration-là, ce qui n'est pas le cas de Marseille, même si Marseille était allé à Réco. Donc en fait, ça plus ça plus ça fait que oui, tu abordes ce match-là avec un petit avantage, mais cet avantage-là peut vite disparaître. Et puis il y avait, je pense, une inversion des dynamiques parce que quand tu es mort et enterré à -7 à 6 minutes de la fin et que tout d'un coup tu as une espèce de résurrection parce que tu redeviens vivant en 6 minutes et que il y aura effectivement un match retour. Et Marseille, je pense, était satisfait du résultat, mais évidemment, tu as une frustration par rapport au retour des Croates. Donc voilà, c'était la présentation un petit peu de ce match-là. Et puis on va rentrer un peu dans le détail du match. Mais ouais, j'étais pas super fan de se rapprocher des Croates, hein. Un +5, à mon sens, aurait été plus j'allais dire, pas équitable, mais en tout cas, Split avait fait une fin de match qui nous pouvait nourrir quand même des doutes par rapport au match retour. Oui, mais Marseille, alors, dans le déroulé du match, je pense qu'on a, enfin, je ne sais pas si donc nos auditeurs seront d'accord avec ça, mais une petite appréhension quand même en ce début de match, puisque Split a mené 2-0 avec 2 pénaltys d'entrée. Mais Marseille, quand même, ne s'est pas précipité. On a tout de suite vu quand même une certaine sérénité, finalement. Et ils ont réussi à revenir à 2 partout, finalement, assez vite, avec Thomas Vernou et Mike Bodegas, il me semble, les 2 premiers buts. Mais voilà, bon, on sentait Yadran qui avait donc forcément envie de remporter ce match parce qu'il y avait un trophée à la clé. Donc, ils avaient mis tous les ingrédients pour ça. Tu l'as dit, une piscine magnifique, remplie, avec tout l'aéropage du monde croate. Et puis Butic, l'inévitable Butic, on verra dans ce match, hein, il en marque 8 sur l'ensemble du match, qui redonne tout de suite l'avantage. Mais voilà, dès l'action suivante, on a à nouveau égalisation de Thomas. Puis c'est coup pour coup. À la fin même de cette première période, encore Thomas Vernou redonne l'avantage 5-4 dans cette partie. Et Matkovic, qui a été très bon aussi, égalise à 8 secondes de la fin du premier quart. Termine cette première période 5 partout et un beau match qui démarre sur les chapeaux de roue. Alors à noter que dans cette première période, 100% des buts marseillais ont été inscrits par nos petits Français. Donc 3 par Thomas Vernou, 1 par Hugo Crouzilla et 1 par Mike Bodegas. Donc j'ai trouvé que cette première période était plutôt rassurante en fait pour la suite du match. Ouais, mais tu vois quand même que ton avantage de 3 buts, il vole en éclats quasiment au bout de 3 minutes, hein, puisque en 3 minutes, il y a 2-0. Si tu te rappelles, hein, Marseille avait fait la même chose contre Raniki, hein, avait mené 2-0, et donc ça te remet tout de suite sur les rails, parce que tu as déjà fait les 2 tiers de ton déficit en 3 minutes, et puis ça peut instiller un petit peu le doute dans les têtes adverses. J'ai pas aimé du tout ce début de match avec 2 pénaltys. Alors le pénalty, le premier, ça arrive en pointe. Et par contre, Spajic, il peut pas, une fois qu'il prend son exclusion, il peut pas prendre un pénalty comme ça. Avant, les joueurs, quand ils étaient exclus, ils partaient sous l'eau et puis ils passaient sous la cage et voilà, ils gênaient pas. Ou bien alors ils passaient au large. Mais là, lui, il va direct sur le poste 4. Et donc, il touche à peine. Il le touche à peine. Ah non, mais touche, mais c'est interférence, il y a pénalty incontestable. Ouais. Incontestable. Il nage vers le joueur, il tape dans le bras du joueur, il le touche, mais il le touche. Tu n'as pas à toucher, tu dois prendre le large ou tu dois aller sous l'eau, tu dois pas gêner le jeu. À ce niveau-là, quand même, Christophe, tu peux pas faire ce genre d'erreur-là. Non seulement tu prends un deuxième pénalty qui est à 2-0, et tu fais coup double, parce que donc tu prends ta deuxième exclusion en 3 minutes, et donc on a parlé déjà au match aller de l'impact qu'avait eu le nombre de joueurs exclus de Marseille, puisqu'on avait eu 4 joueurs exclus définitivement, et donc évidemment ça pénalise grandement parce que plus de rotation, de la fatigue, etc. Et là, tu commences le match d'entrée de jeu avec un joueur déjà quasiment éliminé que tu vas devoir gérer une bonne partie du match. Donc le début de match a été pas catastrophique, mais pas loin quand même. Et puis effectivement... j'avais dit que les grands matchs appartenaient aux grands joueurs. Et puis Thomas quand même
a mis des buts qui ne doivent rien à personne à part à lui-même. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu as un joueur comme ça, quand ça tangue un peu, qui te met des missiles à 6 mètres, 7 mètres, sans avoir peur du tout de Biatch, qui s'est fait transpercer, et puis il te met le petit but qui va bien, où l'équipe a pas besoin de beaucoup travailler pour marquer. C'est des actions individuelles, mais ça fait du bien. Et effectivement, le cercle a fait le dos rond, et puis a réussi à égaliser, et a fini par prendre même l'avantage à 5-4. Donc, nous, on regardait le chrono avant quand même ce petit but de Matkovic, un peu gênant quand même, à 8 secondes de la fin de la période. Mais écoute, on a fini cette première période à égalité, 5-5. Donc, le temps jouant en faveur des Marseillais, c'était plutôt une bonne opération. Oui, on a eu aussi dans cette première période la confirmation, donc Fatovic, puisque beaucoup, on se posait quand même un peu la question, on n'était pas sûr à 100%, mais finalement, donc ça s'est bien confirmé, donc Fatovic absent dans ce match. Que Butic, voilà, tout reposait pas mal sur lui. Il a porté cette équipe avec Matkovic, hein, on y reviendra. Et tout de suite, beaucoup d'exclusions côté marseillais. Tu l'as dit, hein, ça avait été une clé un peu de la fin de match aller. Au match aller, on avait eu quand même 19 exclusions à Marseille contre 11. Et dans ce match, ça a été un peu la même chose, puisqu'on finit 23 exclusions pour Marseille à 17, malgré des exclusions définitives d'un côté et de l'autre. Il y a eu beaucoup de doubles exclusions à chaque fois, donc c'est assez étonnant. Il y en a eu 3 ou 4. Je trouve que c'est assez rare dans un match d'avoir des doubles exclusions. Donc on a eu Laroumbé côté marseillais qui a pris un carton rouge. Côté croate, on a eu Marinic Kragic, on y reviendra un petit peu après, donc sur un geste de brutalité. Pourquoi ça s'arrête que là? Puis ils ont eu qu'un seul joueur à 3 fautes côté donc croate, alors que Marseille en a eu 3 à nouveau, donc et avec le carton rouge, ça fait 4 qui n'ont pas pu finir ce match. C'est le même scénario, grosso modo, qu'à l'aller. Hein. Split à l'aller avait eu pas mal de joueurs à 2 fautes, mais avait fini au complet. Là, ils ont un seul joueur qui prend 3 fautes. Je mets Marinit Kragic de côté parce que lui, il prend une exclusion sur brutalité. J'ai pas vu et j'ai pas bien compris l'exclusion de Laroumbé. Et vu, alors je sais bien que les joueurs... t'as une frustration évidemment quand t'es exclu comme ça, mais vu la colère quand même qu'il avait en sortant, etc., ça m'a l'air d'être un garçon assez calme quand même, le Laroumbé. Je pense qu'il y avait une petite explication entre Espagnols, hein, c'est l'arbitre espagnol qui lui a mis, et il semblait bien contesté. Bon, enfin bref, on finit la première période à parité, donc moi ça m'allait très bien parce que tout était à refaire, et puis le fameux Laroumbé qui ouvre son compteur tout de suite sur la première possession avec un super shoot, mauvais bras, poste 2, rebond lunette, qui place les siens devant. Et puis ensuite, ça a été toujours le chassé-croisé dont on a parlé, hein, chacun rendant coup pour coup, mais Marseille étant grandement quand même sanctionné. Et puis on arrive à cette fin de deuxième où rebolote, on prend un but à nouveau, Butic qui marque à 12 secondes de la fin. Donc 8 secondes de la fin de la première, 12 secondes de la fin de la deuxième. Donc une fin de période toujours un petit peu compliquée. Et puis Split fait l'essentiel pour eux, c'est-à-dire d'atteindre cette mi-temps à 10-9. Je soulignais quand même que alors le Cercle des Nageurs a une piscine, tout le monde connaît le site, fabuleuse, mais là j'ai trouvé un endroit magique, bord de mer, tout était parfait, sauf quand même cette interruption dans la première période qui a duré entre 10 et 15 minutes, ce qui est quand même très long pour un problème de chrono de 30 secondes. Et donc, ça te coupe un peu alors, c'est pareil pour tout le monde, hein, mais c'est toujours un peu gênant. Le match a duré très, très longtemps parce qu'il y a eu beaucoup d'interruptions sur des problèmes de chronométrage, des problèmes de VAR, etc., etc. Mais cette coupure-là, quand même, a été extrêmement longue. Et puis, écoute, on a viré, donc, comme on l'a dit, à 19, fin de deuxième, avec donc Split qui préservait encore toutes ses chances. Et puis Marseille qui devait tout prix endiguer quand même un petit peu la furia croate. Oui, Marseille qui prend ce dernier but, un peu comme le dernier but qu'ils prennent au match aller. Hein. Butic qui contourne, il me semble que c'est sur celui-là, Butic qui contourne à nouveau le bras du défenseur, qui marque petit côté et du coup qui redonne l'avantage à son équipe. Je voudrais revenir sur cette interruption de match là qui a été effectivement particulièrement longue. Et j'ai eu un petit moment de flottement là. Je me suis dit ça c'est pas bon pour les Marseillais. Est-ce qu'ils vont pas sortir du match? Tu vois, tu dis le truc c'est bon.
J'ai trouvé que les Croates étaient assez truqueurs aussi, hein. Tu vois, tu te dis, bon, ça contribue à une ambiance dans ce match. Et puis finalement, non, ils sont vraiment restés dans le match. Et effectivement, la Roumbé qui redonne l'avantage. Voilà, c'est les Marseillais, je les ai trouvés sereins. Même Sepanovic, je l'ai trouvé, enfin, les fois où on le voyait, je l'ai pas trouvé excité comme d'habitude. Il y avait, voilà, une certaine forme de sérénité et ça se révèle au score, hein, puisque Yadren n'a jamais vraiment réussi à prendre cet avantage. Bon, un peu en début de troisième quart-temps, en mettant ce 11e but encore par Butic, hein, qui était déchaîné dans ce match, je l'ai dit, 8 buts, dont plusieurs pénaltys, hein, il marque 4 pénaltys, je crois, puisque le seul qui est raté, c'est Marinic Kragic qui le prend avec déviation de Tesanovic. 5 pénaltys en tout dans le match, 0 pour Marseille, hein, donc... Voilà, aussi à noter, mais Marseille, voilà, qui, pareil, a réussi à revenir au score avec Nagy et Krouzia aussi, qui a été très bon dans ce match pour à nouveau égaliser à 11 partout. Et puis après, série de fautes avant que de nouveaux buts soient inscrits, toujours par Butic, seul buteur de cette troisième période pour les Croates. Et égalisation de Marion Vernou. Ouais, Christophe, il a fallu cette période-là. Les troisièmes périodes, c'est souvent les périodes, on le dit toujours, mais qui décident souvent du sort des matchs. Pas tout le temps, mais bien souvent. Et puis, comme tu l'as dit, hein, Split avait viré en tête à la fin de la deuxième. Et puis, marque tout de suite ce penalty-là au bout de 20 secondes. Et là, 11-9, là, t'es plus qu'à un fil, hein, parce que il reste 2 périodes, ils ont fait quasiment tout leur retard et tu t'es pénalisé par les fautes. Donc là, tu as tout quand même pour commencer à tanguer. Et là, écoute, les 2 buts là, pour revenir à 11-11 donc de Nagy et de Hugo, tout de suite, ça éteint un petit peu le feu adverse. Tu reviens à 11-11, et le chrono défile. Après, c'est pas un match d'épicier, mais il faut qu'à un moment donné, le chrono joue en ta faveur. Bah oui, il y a une action à un moment donné où il y a eu 4 shoots de suite qui ont été déviés, poteau, gardien, défenseur, et à chaque fois le cercle récupérait le ballon, et à chaque fois tu récupères 18 secondes. Donc c'est quand même des choses très très importantes. Et puis ce but de Romain Marion Vernou, il est très précieux parce que je me rappelle très bien, c'est dans une action qui est très mal embarquée, où l'équipe a pas vraiment de solution. La balle lui arrive, il a quand même un joueur sur lui, c'est pas évident. Il fait ce petit shoot instantané, rapide, qui trompe Biac. Et puis, tu arrives là un peu où les Marseillais voulaient arriver, c'est-à-dire à égalité début de quatrième. Donc, tu te dis quand même que les Croates, malgré tous les efforts déployés, n'arrivent pas à prendre un avantage décisif. Les Croates n'ont jamais été en mesure que ça soit à l'aller ou au retour, d'avoir une main sur la coupe, hein. Ils ont pas mené à l'aller. Et puis, au retour, ils n'ont jamais eu 3 buts d'avance. Ce qui est très bien parce que ça aurait été, à mon sens, compliqué. Et le fait notable quand même, Christophe, dans cette période-là, dans cette fin de période, c'est la brutalité de Marinic Kragic, comme son compère Fatovic, et à nouveau sur Thomas Vernou, qui avait marqué, qui était resté muet au match aller et qui a marqué qu'un seul but là au match retour, qui a raté un penalty, donc qui n'était pas dans son match dans ces 2 matchs de finale. Et il y a quand même quelque chose qui me pose problème, c'est que donc la brutalité a lieu au milieu du bassin. À peu près, Thomas prend un coup, ça arrive, un coup de coude. L'action se développe quand même avec Thomas et le cercle obtient une exclusion. Et sur l'exclusion, qui est pas super bien jouée, mais finalement, Hugo arrive à donner un ballon à moitié en pointe à Mike qui fait cette espèce de bras roulé qui marque. Donc le cercle prend l'avantage 13-12. 13-12, il reste plus qu'une période à jouer. Et quand même, là, tu te dis que t'as fait... je dis pas que c'est le but de la coupe, de la victoire, mais quand même... si tu démarres la 4e période devant, c'est quand même important. Et là, alors, encore une fois, je sais pas si le règlement veut ça, mais dans ma logique à moi, tu as le droit de faire un retour en arrière s'il y a une brutalité pour sanctionner le joueur coupable d'un truc. Mais décider de refuser le but parce que tu reviens en arrière, c'est donner la primeur quand même à l'équipe qui fait une faute. Je comprends pas ce règlement. Au rugby, si tu marques un essai et que tu as un gars qui met un taquet au milieu du terrain à quelqu'un, l'essai, il est valable. Tu reviens en arrière, tu mets le rouge au joueur qui a mis un taquet, mais l'essai, tu le refuses pas. C'est-à-dire que là, imagine 2 secondes que Split mène de 3 buts. Tu as le même genre d'action à 5 secondes de la fin et tu as Marseille donc, qui gagne la Coupe d'Europe comme ça.
Et moi, je vois ça, je suis au milieu du bassin, je mets un coup à Thomas, hop, les arbitres reviennent en arrière, t'annules le but, et en fait, tu vas au pénalty, tu perds la coupe. Il n'y a aucune logique sportive dans ce genre de... Alors, encore une fois, ça m'étonne quand même que ça soit dans le règlement, mais que tu reviennes en arrière pour sanctionner, soit, et je suis entièrement d'accord, mais où t'as vu dans un sport que tu reviennes en arrière et que tu annules un but pour une équipe, pour un gars qui a mis un coup? C'est un dépit du bon sens. Et tu vois, hein, il y a des conséquences quand même assez énormes. Donc Marinic Ragic, lui, il râle, mais bon, il râle tous de toute façon. Donc, mais il a été pris par la patrouille, comme son copain Fatovic, qui a dû quand même se dire que s'il avait été dans l'eau hier, bah, il aurait peut-être contribué à la victoire de son équipe. Mais en tout cas, les conséquences de ce geste-là, une annulation d'un but. Alors, il te redonne la zone plus, c'est sympa hein, de te redonner la zone plus. Mais la zone plus, Marseille a fait 50%, ce qui n'est pas non plus un score vilain de faire 50% zone plus. Mais tu peux pas dire à une équipe, écoute, je t'enlève un but, mais je te redonne une occasion d'en marquer un, mais t'as qu'une chance sur deux de le mettre. Je vois pas trop l'intérêt, la logique, et c'est favoriser pour moi l'équipe qui triche. Oui, Marseille finit à 6 sur 12 en zone plus, et effectivement, c'est un élément marquant. Alors, il y avait un deuxième élément, ou même, je veux dire, un troisième, puisqu'on a eu... C'est à ce moment-là, aussi, juste un peu avant qu'il y a un double carton rouge, Kurkovic d'un côté et Laroumbe de l'autre, donc les joueurs sont exclus tous les deux, qu'on a eu un changement de gardien. Biac est sorti de sa cage, quand même. C'est pas neutre non plus quand on connaît... l'importance que peut avoir ce gardien, même s'il a été, comme Tesanovic, pas fait dans ce match. Et effectivement, ce refus de but, alors je crois, il me semble que c'était déjà arrivé, ce genre de situation, je crois qu'on en avait parlé au championnat d'Europe, au championnat du monde, où on en avait parlé d'ailleurs, on revenait à chaque fois sur ces actions, des fois le temps revenait, des fois le temps revenait pas, enfin c'était un peu étrange. Et là, effectivement, ils reviennent sur le temps alors que Marseille avait pris cet avantage non négligeable puisque c'était un moment clé du match, cette fin de troisième période, puisqu'on avait Marseille qui avait réussi à repasser devant, donc passer de 11-9 à 13-12, donc moment important, mais Marseille n'est pas sorti de son match non plus à ce moment-là, quoi. Avec Christophe, il y a quand même... je reviens là-dessus, mais... L'action s'est déroulée de manière normale. C'est-à-dire que Marinic Kragic, il n'a pas été sanctionné sur le coup. Thomas, il a réussi à participer à l'action. Tu obtiens une zone plus. Donc, il s'est passé déjà au moins 20-25 secondes depuis le coup de Kragic. Tu fais la zone plus. Mike, je crois qu'il marque complètement à la fin de la possession. Donc, il s'est passé 40 secondes. Tous les joueurs qui devaient jouer ont joué à ce moment-là. Moi, encore une fois, que tu reviennes... Les trucs sur lesquels les arbitres reviennent, et là-dessus ils ont raison, c'est si par exemple la VAR, la Goal Line Technology, pardon, il y a un but qui est marqué mais qui n'est pas vu par l'arbitre, et toi sur la contre-attaque tu marques. Là que le gars revienne en disant non, il y avait but, donc on revient sur le chrono et je t'annule ton but à toi parce que le but que j'ai marqué moi était valable, ça c'est normal. Mais par contre, que tu enlèves un but sur une équipe, sur une action de jeu, comme ça, anodine, pour favoriser finalement l'équipe qui a fauté, ben non. Non. Tu le vois dans aucun sport. Dans le sport, il y a quand même la règle de l'avantage. Là, c'est la règle du désavantage. J'ai pas compris ça. Et ça a été un carton quand même. Alors bon, il y a des tensions et tout ça, mais donc Spajic a pris sa troisième exclusion à 3,40 de la fin. Là-dessus, donc Marseille a perdu un joueur. Là-dessus, tu as la double exclusion, comme tu l'as dit, entre Kurkovic et Laroumbe. 20 secondes après, tu perds un deuxième joueur. Laroumbe, à ce moment-là, il n'avait pas de faute. Il n'avait pas de faute grave. Spajic, lui, c'était sa troisième faute, donc ça peut arriver. Mais là, tu perds un joueur qui n'avait pas fauté. Derrière, tu perds Andrea Denardi qui prend sa troisième faute à 1,15 de la fin. Donc là, d'un coup, sur cette période-là, tu perds quand même 3 joueurs, ce qui est quand même pas anodin. Et donc, t'entames quand même cette période, la dernière, où au lieu de mener 13-12 et être quand même un peu confort, t'es toujours à la lutte et incertain quand même de ton destin. Ouais. Et moi, ce qui m'a surpris, donc, on a dit cette annulation de but me surprend, mais c'est surtout, je me suis dit, mais pourquoi finalement on n'est pas dans la même un peu situation que le match aller où Fatovic avait pris ce carton rouge et 4 minutes, et là, à minima, au moins un penalty ou tout ça. Non, on a fait juste une zone plus, on remet le temps, zone plus, et Marseille du coup ne marque pas. Donc c'était vraiment plutôt pénalisant pour Marseille. Et donc, je pense que Christophe, j'ai pas bien compris cette action, quoi. Pourquoi il n'est pas sanctionné plus lourdement en fait? Je pense que le coup de coude de Fatovic à l'aller, il est, je vais pas dire qu'il est plus prononcé,
mais il est plus, entre guillemets, flagrant. Alors, est-ce que les arbitres n'ont pas voulu sceller le sort du match, ce qui pour moi est une erreur aussi? Les arbitres, ils sont là pour appliquer le règlement. Hein. Si les joueurs sont assez bêtes pour faire ce genre de faute-là et se pénaliser eux-mêmes et leur équipe, c'est leur problème. Mais ouais, écoute, pour moi, le coup de Fatovic, il est un peu plus marqué que celui-là. Là, bon, je pense qu'il veut se dégager, mais il met un coup quand même. Hein, donc, mais effectivement, te redonner une zone plus. Donc, te redonner une zone plus, en fait, c'est te redonner une occasion d'avoir la possibilité de rater. C'est pas de redonner une occasion de la possibilité. C'est pas te redonner une occasion de la possibilité de marquer. C'est-à-dire que tu avais marqué déjà. Je te dis, ça va parce qu'il n'y a pas de conséquences. Mais moi, si tu fais ça, t'imagines 2 secondes, hein, je répète, mais si le but de Mike, il est à 5 secondes de la fin du match et que tu as gagné la coupe et qu'il revient là-dessus et tu perds au pénalty, là, c'est plus la même musique. Hein. Donc, non, je suis pas fan de cette décision. Écoute, c'est comme ça, Ouais, mais en tout cas, on aborde la dernière période à ouais, égalité. mais ouais, tout à fait. Mais moi, ma première action, quand il y a eu ce coup enfin, quand c'est revenu comme ça et qu'il y a eu la VAR, je me suis dit, punaise, l'arbitre, quel courage de l'arbitre de revenir sur un truc dans cette piscine avec tout cet aéropage croate, etc. Mais c'est J'ai pas dit, Christophe, c'est pas l'arbitre qui revient. C'est que le gars, on lui dit, il faut que tu reviennes. C'est pas lui qui dit, il y a un arbitre VAR. Hein. C'est pas lui qui dit, tiens, en fait, j'ai vu. Parce que si lui, il avait vu l'action en direct, moi, je pensais que l'arbitre, c'est le grec en l'occurrence, je pensais qu'il a vu l'action. Il s'est dit, bah tiens, je vais revenir parce que j'ai vu le coup de non, coude. non, non, Parce qu'on voit Thomas qui s'arrête de jouer, qui part un peu en arrière parce qu'il a pris presque dans la gorge. non, non, Et derrière, si l'arbitre, il voit en direct le truc, il arrête le jeu immédiatement. Mais là, tu as un arbitre VAR qui, bah, comme dans les sports maintenant, hein, qui lui signale. Alors, c'est peut-être l'arbitre qui dit, tiens, j'aimerais bien revoir un truc, voilà. Ou souvent, c'est l'arbitre de la VAR qui dit, écoute, il y a une brutalité. Et ça a été le cas aussi en première période. Hein. En première période, ils ont cherché un petit peu à truquer. Et il y a eu un espèce de cinéma un peu flagrant dans l'aile. Là, je sais plus si c'est sur Kalogeropoulos ou sur Drazo. Je crois que c'est sur Drazovic. Mais non, non. Donc l'arbitre, on lui signale que bah, il y a quelque chose à vérifier. Il revient vérifier et effectivement, il prend cette décision-là. Mais bon, écoute, ça nous a en tout cas permis d'avoir un. Bah, écoute, moi, au bout de 3 périodes, les 3 buts étaient toujours en faveur. Donc, je me disais quand même que si Marseille arrive à marquer 2 petits buts dans cette période-là, je voyais pas quand même les autres en mettre 5. Et puis, bah, écoute, on a été quand même à 2 doigts de vivre cette espèce de petit cauchemar en dernière période avec Butic tout de suite. On a pris des buts très souvent en tout début de période et à la fin, et qui remet les siens, dans le sens de la marche, un 13-12. Et puis bah, Thomas qui fait du Thomas, hein, ça a fait beaucoup de bien quand même cette égalisation parce que bah, chaque minute qui passe te rapproche quand même du Graal. Mais bah, écoute, la fin de match a été quand même beaucoup plus indécise qu'on ne le pensait. ah ouais, et puis il y a eu des buts, 2 buts. Alors il y en a un qui est en deuxième période, je crois. C'est justement Butic dans un angle impossible. Il contourne et il arrive à mettre une diago. Tu dis comment il fait pour marquer ce but-là. Et là, dans cette quatrième, Zovic, là, assez loin du but, hein, quasiment au milieu de terrain, fin de possession d'une zone plus, qui marque aussi en diago et qui redonne l'avantage aux Croates. Là, tu commences à te dire, ouais, peut-être cette dernière période, forcément, c'est la dernière, donc ça va être chaud. Et ça se confirme, en fait. Hein, donc c'était je crois le 14-13, Zovic là qui marque et après une nouvelle égalisation de Gadamassi sur un très beau but en zone plus aussi. Et bien encore Butic qui redonne l'avantage 15-14. Voilà, c'est eux qu'on a vu hein, et Zovic encore à la fin qui donne ce fameux 16e but pour les Croates. Ouais, alors je veux pas accabler parce que gardien c'est dur. Il shoot bien le gaucher, mais il reçoit une balle qui est mauvaise, il est obligé d'aller la chercher. Tout le monde, toute la piscine sait évidemment que c'est lui qui va shooter parce qu'il reste peu de temps. C'est pas non plus le shoot de l'année. Hein. C'est Ndiago, c'est pas Ineker, Lucarne. Là-dessus, il doit faire mieux quand même, je trouve. Et puis le but de Butic. Alors oui, il endort un peu Gadamassi, mais il est poste 1, mauvais bras. On a tous joué des fois poste 1, mauvais bras. Putain, quand tu te retrouves avec le ballon, là, il y a pas d'angle. C'est compliqué, tu es obligé soit d'attraper un petit côté, mais qui est quasiment impossible, soit de tenter une diago, mais le gardien, si voilà, il ferme. Ce but-là, je trouve ces 2 buts-là, ils sont évitables.
Bon, écoute, ils n'ont pas été évités. Tesanovic, par ailleurs, a arrêté un penalty, puis il a fait 1 ou 2 arrêts quand même à la fin qui ont fait du bien. Mais effectivement, ce but de loin, et puis le but de Gadamassi, il est magnifique dans la construction parce que la balle, elle touche pas l'eau, il y a une circulation super rapide, et puis il est pas facile à mettre parce que cette volée, il arrive à la mettre en diagonale avec un ballon qui a pas vraiment de force, mais il transforme très bien ça. Et puis, écoute, les secondes, les minutes s'égrenaient pas très vite, hein. On regardait tous un petit peu le chrono. Et puis, à nouveau Butic, hein, qui redonne à nouveau l'avantage à 4,44 de la fin, ce fameux 15-14. Et puis après, il y a quand même un petit fait marquant quand même, c'est la troisième exclusion à nouveau de Drazovic. Donc là, tu continues à perdre des joueurs. Marseille a fini quand même avec donc 4 joueurs éliminés plus 5 joueurs à 2 fautes. Donc il fallait pas que ça continue, mais voilà, le Drazovic est exclu. Et puis il y a un time-out qui est demandé, et ce qu'on redoutait. Split ne marque pas sur la zone, mais Zovic, à nouveau le gaucher, qui là nous met dans une position très inconfortable du fameux 16-14 à 3 minutes de la fin, où là, écoute, même si la coupe n'a pas changé de main, tu commences quand même à plus avoir de marge du tout. Et là, quand même, on s'apercevait que ça sentait un peu, pas le roussi, mais c'était pas super bien engagé parce que l'espoir avait un petit peu changé de camp et Marseille avait du mal à se dépêtrer de la défense de Split. Et puis c'est là que les gardiens aussi, j'allais dire, se sont un peu réveillés. Biac qui a multiplié quelques arrêts à ce moment-là. Tesanovic qui en fera un assez décisif en allant la chercher un peu là. Un peu en lucarne à gauche, il la touche du bout du doigt, elle retombe près de la ligne, un petit temps de réaction de sa part et du défenseur, on n'est pas loin du Croate qui va la récupérer et qui pourrait presque marquer dans le but vite. Mais heureusement, Marseille récupère la balle. Tout de suite, les Croates mettent la pression. Et puis finalement, on se dit, il va le prendre, il va pas le prendre. C'est Panovic qui reprend un temps mort. Il reste pas beaucoup de temps, juste histoire de se repositionner un peu. Les joueurs sont mis sous pression. La piscine qui se réveille. Et là, effectivement, même si tu dis, comme tu l'as dit, la coupe n'a pas encore changé de main, mais il n'y a plus qu'un but à rattraper. C'est plutôt en faveur des Croates. Eux, ils demandent un temps mort aussi. Ils le ratent, heureusement. Et puis derrière, 2 tirs un peu contrés de Marseille, hein, Nagy et Alexandre Boué là, qui tirent sur le poteau. Et finalement, il reste que quelques secondes. Et heureusement, Marseille s'en sort. Ouais, la fin de match a été irrespirable, un peu tout le match quand même, hein, intenable, irrespirable, parce que évidemment, quand tu es supporter d'une équipe et que tu as un trophée européen à aller chercher au bout, et que c'est quand même historique, et que ça n'a pas été un match quand même dans un fauteuil, hein, alors oui, ça a été dans un fauteuil à l'aller parce que le 18-11, on était tranquille, et puis voilà, hein, les cartes avaient été redistribuées, et puis là, sur ce retour, tu te retrouves quand même dans une situation où, un, tu as beaucoup de joueurs éliminés, deux, tu es à 16-14, et puis tu as une zone plus que tu mets pas. Et puis, eux, ils ont cette zone plus où il y a ou qui mettent pas non plus d'ailleurs. Donc, comme tu l'as dit, les gardiens ont commencé un petit peu à sortir les arrêts qu'il fallait. Et puis, tu as ce fameux truc, hein, où tu as le temps mort. Il demande un temps mort à 56 secondes de la fin, le coach croate. Et puis, t'as Matkovic qui a fait beaucoup de mal, hein, le numéro 2, qui rate son shoot, enfin qui est arrêté. Et puis là, tu te dis que c'est bon, mais il reste 35 secondes. Et donc 35 secondes, ça veut dire inévitablement que même si tu croques le ballon pendant 28 secondes, ce qui a été le cas, il restera quand même 7 secondes à l'équipe adverse pour pouvoir faire quelque chose. Et alors, je ne sais pas si Miloš a pris son temps mort. Il voulait prendre son temps mort plus tôt. Il n'a pas été entendu, ou les arbitres ne l'ont pas vu, je ne sais pas. Mais il prend son temps mort à 1 seconde de la fin. Heureusement qu'il ne le prend pas après, parce que sinon, hein, si tu prends un temps mort et que c'est plus toi qui es en position de la balle, c'est penalty. Donc là, il prend son temps mort. Et puis, écoute, il a fallu Biac est sorti de la cage. Et puis, sur l'énergie du désespoir, écoute, ils ont tenté un shoot qui n'est pas allé jusqu'à la cage parce qu'il a été dévié. Et ça a été enfin, parce que ça a été long, hein. Le match a été très, très dur nerveusement. Enfin, la délivrance, la libération et la consécration pour Marseille qui remporte une deuxième Coupe d'Europe en 7 ans. Mais Dieu que ce fut dur. Et comme, tu sais, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais
Mais évidemment que si la dernière action croate fait mouche et que tu perds au péno, là, évidemment, les regrets de la finale aller auraient été... là, tu vas t'en rappeler quand même du +7 de la finale aller où tu étais confortable et puis tu t'es fait peur tout seul, en fait. Et puis, oui, alors tu peux toujours refaire les matchs après, c'est facile. Mais effectivement, Marseille aurait pu, je pense, quand même s'éviter ces frayeurs-là à la fin et verrouiller la fin de match à l'aller. Et puis, écoute, ça a souri pour la joie de tous, c'est fabuleux. Et il n'y a que le sport qui peut faire des choses comme ça, où tu as des gens qui se connaissent pas forcément, un Hollandais, un Serbe, des Français, des gens qui jouent les uns contre les autres en équipe nationale, mais qui, là, le temps d'un match en club, soulèvent une coupe. Les images de joie étaient très belles. Voilà, Hugo a gagné une Coupe d'Europe des clubs champions, donc c'est ce qui est fabuleux, mais n'était pas là, ne faisait pas partie de cette équipe de 2019 qui a gagné l'Eurocup. Et puis là, écoute, il complète son grand chelem européen, j'allais dire, en gagnant la deuxième Coupe d'Europe, mais cette fois-ci avec son club. Mike on l'avait dit, avait fait des saisons dans des clubs étrangers, Brescia, Recco, Barceloneta. Tu peux supposer quand même qu'en jouant 4 ans à Recco, tu arrives quand même à arracher une Coupe d'Europe, ce qui n'avait pas été son cas. Donc là, écoute, il l'a avec son club à la fin de sa carrière. On avait parlé dans l'interview de la fameuse tripleta. Il y a des joueurs qui vont partir, hein, Spahic, Kalogéropoulos, mais qui partent avec une Coupe d'Europe dans la musette. Il y a d'autres joueurs, nos petits Français, hein, Andrea Denardi. J'ai vu, le club a eu la bonne idée quand même de faire venir Pierre-Frédéric Van Peperstraat et puis Loris Canovas, donc les joueurs qui faisaient partie du groupe élargi, mais qui, pour blessure, n'ont pas pu participer à cette fête-là. Donc, ils gagnent aussi une Coupe d'Europe. Les deux Vernou, qui avaient déjà aussi gagné la première avec le club en 2019. Non, non, j'ai trouvé ça, c'était très sympa. Et puis, écoute, c'est toujours sympa quand tu gagnes parce que c'est rare de gagner une Coupe d'Europe, hein. Il ne faut pas banaliser l'événement. Alors oui, le Cercle avait certainement d'autres ambitions en début de saison, mais si tu me demandes d'échanger une place au Final Four où tu finis quatrième de la Champions League avec une victoire en Eurocup, mais je n'hésite pas une seconde et je prends cette victoire en Eurocup. Dans la bonne idée aussi, on avait McKnight qui avait fait le match aller, qui là a été enfin même pas remplaçant, il était hors de la feuille puisque c'était Arshak Hovhannissian qui était sur la feuille, donc des rotations de deuxième gardien assez étranges, on va dire, je vais dire comme ça, c'est les premiers mots qui me viennent. Mais en tout cas, toute l'équipe élargie était là et ça c'est très bien. Ce que je trouve aussi, voilà, il y a toujours une saveur particulière, je trouve, dans ces matchs aller-retour, puisque Marseille remporte l'Eurocup, mais avec une défaite. C'est toujours voilà, dans ce calcul de match aller et de différence de but, que quel que soit le sport, je trouve ça toujours quand même une petite saveur particulière. Mais en tout cas, le résultat final, c'est que Marseille a gagné l'Eurocup. Et pour une deuxième fois, deuxième étoile. Donc tout de suite, publication de cette deuxième étoile sur les réseaux sociaux. Donc c'est bien pour le water-polo français. Ce qui est dommageable, c'est que il n'y a pas beaucoup de médias qui en ont parlé. La Provence avait fait le déplacement, ils avaient fait un petit reportage avant le match et ils en ont fait un rapide après. Je pense qu'ils y reviendront, mais il y a eu très peu de médias qui en ont parlé et ça c'est assez dommage parce que c'est pas tous les jours. Je l'avais évoqué sur l'épisode précédent, ça s'est confirmé. J'ai pas encore eu le temps de regarder un peu tous les différents supports, mais voilà, c'est dommage que un club de ce niveau-là, avec cette histoire-là, on n'en parle pas plus et qu'on ne mette pas le focus sur ça. On a parlé des Françaises au handball qui sont Metz qui va en Champions League. Bon, c'est la Champions League, mais quand même, voilà. Là, Marseille la remporte quand même. Ouais, et puis le staff, hein, parce que moi, je voulais avoir un petit mot quand même pour Miloš, hein, Stepanovic, qu'on a des fois égratigné ou qu'on a des fois pas remis en question, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais des fois on a été un petit peu, et puis finalement, tu vois, il fait partie quand même de ces gens, à mon avis, c'est assez rare, il faudra que je me penche un peu sur le sujet, mais qui gagne une Coupe d'Europe comme joueur et comme entraîneur. Il y en a évidemment, mais c'est quand même à souligner. J'ai une pensée pour Marc, hein, qui est un peu Marc Amardey, qui est un peu le talisman de cette équipe, puisque il aura été des deux victoires, des deux succès. Donc c'est quand même pas rien.
Quentin Chipotel, et puis le staff hors banc, où, écoute, Fred, on en avait parlé un petit peu avec lui, mais lui, il voulait gagner les deux matchs à l'aller et au retour. Moi, je savais très bien qu'au retour, ça allait être compliqué dans cette atmosphère-là. Et puis, le travail qui a été mis en œuvre par Romain Barnier, hein, il y a deux Coupes d'Europe quand même en 7 ans. Alors certes, le cercle a mis des moyens financiers conséquents, hein, en faisant venir beaucoup de joueurs de l'extérieur. Mais tu as d'autres clubs qui le font aussi, mais qui gagnent pas les Coupes d'Europe. Donc, c'est à souligner. Et puis, ça a fait du bien de voir, ouais, cette famille du cercle réunie. Et puis voilà, avec un succès européen qui a eu du mal à se dessiner. Et puis, écoute, au final, tu vois, la saison qui, pour moi, était une réussite en début de saison et puis qui avait quand même basculé vers quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout, c'était l'élimination de la sortie des poules. Je reste persuadé quand même que si Marseille avait passé la première poule, ça aurait été compliqué quand même ensuite parce que le plateau en Champions League est très, très relevé. Et puis là, écoute, quand tu es en Eurocup, je ne veux pas parler de la petite Coupe d'Europe. Pour moi, c'est la deuxième Coupe d'Europe, c'est pas la petite Coupe d'Europe. Donc Marseille fait quelque chose de très beau. Et puis l'histoire est belle parce que, je l'ai dit, mais les deux joueurs qui n'avaient pas pu la soulever avec le club, Hugo et Mike, la soulèvent cette fois-ci. Il y a une cohorte de Français qui a été très prépondérante quand même sur ce match-là, hein, parce que, alors il n'y a pas que le scoring dans les matchs, mais s'il n'y a pas de scoring, il n'y a pas de victoire. Et voilà, donc l'équipe a été au rendez-vous. Et puis je voulais faire un petit focus sur Hugo parce qu'il est revenu dans ce club-là, je pense aussi pour gagner ce genre de trophée-là. Et puis, c'est quelqu'un quand même qui, quand tu regardes un peu les stats, alors tout le monde va te chercher d'autres gauchers, des Alanki, des Echenike, des Kharkov, tout ça. Mais Hugo, quand même, sur la longévité qu'il a et sur la prédominance dans les résultats qu'il a, je voulais quand même souligner l'apport qu'il a sur cette équipe-là. Il met 4 buts à l'aller, il en met 3 au retour. Il joue beaucoup, beaucoup. Donc, c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui maintenant qui a 36 ans, mais qui a quand même un gros moteur parce que c'est des efforts répétés à haute intensité. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas de baisse de régime dans ses performances et puis qui est toujours très, très stable au shoot et qui, sur ce match-là, prend pas une faute grave. Donc, c'est quelqu'un qui joue beaucoup sans prendre de faute grave. Donc, on souligne souvent le shoot, mais c'est quelqu'un qui sait défendre, qui défend très souvent sur le poste 4 de l'équipe adverse. Donc, c'est des joueurs quand même qui sont à la finition. Donc, il faut les embêter et sans prendre de faute. Donc, voilà, je voulais faire un petit focus sur Hugo, sans oublier tous les autres. Je fais un petit clin d'œil à Andrea, qui n'a pas eu toujours des moments faciles, mais qui arrive à sortir cette petite Coupe d'Europe et je suis très content pour lui. Ouais, Hugo qui a fait une pause avec l'équipe de France et depuis ce temps-là, effectivement, est assez redoutable sur tous les matchs qui ont suivi, hein. Je pense que ça lui a fait du bien. Les résultats le prouvent, hein. Il est un peu serial buteur sur tous ces matchs et sur les matchs qui comptent. Donc oui, très important. Et une image, moi, qui m'a marqué un peu aussi, tu parlais aussi de Marc Amardey, qui avait été de cette victoire en 2019. Il y a une image à la fin du match qui peut illustrer aussi quelque chose de très important dans cette victoire pour moi. C'est un moment, il y a un focus sur Miloš Stepanović et Marc Amardey qui sont en fin de match et qui se concertent pour savoir comment aborder la fin de match. Et on voit, il parle très calmement, c'est posé et on sentait l'osmose entre les deux pour justement ce travail qui a été fait jusqu'à cette victoire finale. Non, mais Christophe, enfin, tout le monde le sait, mais Marc a été l'entraîneur de Miloš sur le premier succès européen du club. Il a suppléé Miloš sur le carton rouge que Miloš avait reçu à Radniki. Donc, c'est lui quand même qui a été obligé de prendre en main l'équipe au match retour. Et puis, oui, c'est le binôme entraîneur en chef adjoint, où l'adjoint, des fois, a son mot à dire, le petit conseil qui va bien. Et puis, c'est important aussi pour un coach en chef de pouvoir s'appuyer sur un adjoint loyal et qui pourra de bons conseils. Donc, non, tout était comme il fallait. Et puis, écoute, Marseille clôture cette saison européenne de la meilleure des façons. Et
Et voilà, et non, mais c'est beau, hein, et il faut pas banaliser, hein, c'est une Coupe d'Europe. Le club en avait gagné une en 2019. Jamais avant un club en avait gagné. Là, maintenant, c'est la deuxième, avec quand même une adversité. Savone, c'était pas cadeau. Marseille s'en est sorti limite. Sabadell, tu rejouais une équipe qui t'avait quand même battu 2 fois en Champions League, donc tu avais tout quand même pour te planter et trébucher. Radnicki, comme l'avait dit Mike, et je suis 100% d'accord avec lui, c'est une équipe qui avait été construite pour aller au Final Four de la Champions League, qui avait mis beaucoup de moyens avec le rapatriement de beaucoup de joueurs de l'équipe nationale qui avaient été championnes olympiques à Paris, hein, les Jaksic, les Razovic, etc., Dedovic, Randelovic, plus d'autres joueurs extérieurs, Vapenski, Vlakopoulos, le retour de Perlainovic. Donc c'était quand même un os très difficile, un morceau très difficile à passer. Et puis Split, qui a fait valoir quand même son rang, hein, qui a fait un match plus que courageux. Donc le chemin a été tortueux, mais la victoire n'en est que plus belle quand tu as souffert pour l'obtenir. Ouais, et les deux équipes qui sont en route aussi pour disputer et aller chercher leur championnat national, encore en course là-dessus. Je voudrais revenir un peu sur les statistiques. Alors, des statistiques notamment à la mi-temps où on avait donc ce fameux 10-9. On avait le Jadran Split qui était à 48% de réussite au tir avec donc de 10 buts sur 21 tirs. Et côté marseillais, on était à 60% à ce moment-là, donc grosse efficacité, 9 buts marqués sur 15 tirs, et ça a basculé en fin de match puisque Jadran est resté stable avec 46%, donc 16 sur 35 tirs, et Marseille 44%, donc ça a baissé, donc 14 buts sur 32 tirs. Split qui a 5 sur 7 en zone plus contre 6 sur 12 pour Marseille, et pour moi ce qui a fait aussi à la victoire de Split, mais en tout cas qui les a quand même grandement aidés, c'est ce nombre de tirs au pénalty, hein, quand même 4 sur 5 au pénalty, 0 pour Marseille. Ah, c'est sûr que tu peux avoir un pourcentage élevé quand tu as 5 pénaltys. Bon, ils font 80%. Il n'y a que l'échec de Marinic Kragic, enfin l'échec Larret Tesanovic, qui la dévie juste, mais qui la met sur la barre. Ouais, écoute, oui, tu as forcément des pourcentages un peu plus élevés quand tu as plus de pénaltys. C'est assez rare maintenant qu'une équipe dans cette configuration actuelle n'ait pas de pénalty. J'en aurais sifflé un petit quand même sur Gadamassi quand il prend la position en pointe. Alors peut-être qu'il cherche un peu trop le pénalty, mais il a pris l'avantage, il est un peu devant. J'aurais donné, je pense, ce pénalty-là. Après, les pénaltys pour Split, ils y sont, hein. Il y a pas, si tu te fais tourner en pointe, le gars il est devant, tu es obligé de lui donner les pénaltys. Donc, ouais, les pourcentages au shoot, les pourcentages aux zone plus sont assez élevés quand même à ce niveau-là, hein, 50% d'un côté, donc 50%, ça commence à être conséquent. Marseille n'a pas réussi à enrayer la chauffe, j'allais dire, de Butic, mais qui au final s'est retrouvé quand même un peu seul. Des fois, tu sais, il vaut mieux avoir un mec qui t'en met 8, mais les autres sont un peu éteints, plutôt que tout le monde prenne un peu feu. Donc, les armes offensives, on l'avait dit, hein, si tu enlèves quand même Fatovic et que tu muselles Marinic Kragic, ça reste quand même difficile pour Split. Il faut un Butic de gala pour quand même sortir ce résultat-là. Ouais, écoute, il aura fallu souffrir jusqu'au bout. Écoute, voilà, c'est un résultat fabuleux. Le water-polo français, on l'a dit, n'a pas toujours beaucoup de motifs de satisfaction. Donc, est dans une difficulté un petit peu générale. Mais là, écoute, il fallait ce succès-là, et ce succès-là est arrivé, et c'est très bien. Ouais. Côté buteur, on a 6 buteurs différents. Donc, Jadran Split, on a Matkovic, 3 buts, Marinic Kragic, 1 but, Butic, on l'a dit plusieurs fois, 8 buts. Zovic, 2 buts, Nemeth, le Hongrois, 1 but, Bourrasine, 1 but. Et côté marseillais, on a 8 buteurs différents. Donc Laroumé, 1 but, Crouzia, 3 buts, Nagy, 1 but, Thomas Vernou, 5 buts, Romain Marion Vernou, 1 but, Michael Bodegas, 1 but, Statis Kalogeropoulos, 1 but, et Bilal Gadamassi, 1 but. Ouais, le petit Bourrazine là qui met ce but important en zone plus, qui est un 2009, donc qui a pas encore 17 ans. Donc c'est bien aussi de voir des joueurs de se renouveler comme ça. Puis écoute, voilà, hein, une marque partagée, mais on va pas faire du cocorico, mais les Français au rendez-vous, hein, qui ont largement tiré leur épingle du jeu. Et écoute, c'est
une belle histoire, avec une belle fin d'histoire en tout cas, avec une saison qui a été compliquée. Miloš nous l'avait dit, hein, quand l'équipe a battu Radnički, il avait dit qu'il avait vu un peu toute la saison jusque-là défiler devant ses yeux parce que des fois, c'est vrai que quand tu es coach, il y a des choses que tu expliques et il y a des choses que tu n'expliques pas. Et c'est difficilement explicable d'aller gagner à Barcelonneta et de perdre à Hanovre. Hanovre que tu as battu de 10 buts. Donc, lui, il a dû quand même grandement se questionner, se demander un peu quelle était la vraie valeur de son équipe. Et puis, voilà, écoute, ça se termine bien et c'est super. Voilà. Oui, on est bien content effectivement que ce scénario se finisse de la plus belle des façons, même si je pense à juste titre, on n'a pas toujours été tendre avec le Cercle des Nageurs de Marseille. Et force est de constater, au final, tout le monde s'est mobilisé et ils ont été chercher cette deuxième étoile si précieuse pour notre water-polo. J'espère qu'on en parlera sur différents médias, qu'on pourra revoir nos petits Français sur les plateaux télé et parler du water-polo, sport que nous aimons tant. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette victoire de Marseille en Eurocup, donc deuxième étoile pour les Marseillais. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et ce soir, on aura le match retour entre Strasbourg et Aix-en-Provence, donc à suivre sur BFM, avant la demi-finale retour entre Marseille et Nice et la Champions League. Ciao à tous. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.